Année 2011. Borgo Panigale se réveille comme n'importe quel autre jour. Mais à l'intérieur d'une salle d'ingénierie, une décision est prise qui brise 40 ans d'histoire. Ducati a un problème. Le moteur qui l'a rendu célèbre ne peut plus gagner. Et le pire, le changer signifie trahir son identité. Donc, la question n'était pas technique, elle était presque philosophique. Préfères-tu rester toi-même ou continuer à exister? Parce que ce que Ducati a fait ensuite, ce n'était pas d'évoluer une moto. C'était de créer un monstre qui changerait les règles du jeu. Mais il y a un élément de cette histoire que presque personne ne raconte, et c'est celui qui change tout à la fin. Avant de commencer, écris en commentaire « ADN ou évolution ». Je veux voir de quel côté tu es. Pendant des décennies, Ducati avait une recette infaillible. Moteur V-twin à 90 degrés, distribution démodromique et châssis multitubulaire. C'était son ADN, son identité. La signature qui faisait qu'une Ducati sonnait, répondait et se comportait d'une manière que aucune autre moto au monde ne pouvait imiter. Et derrière cette signature se trouvait un nom que très peu de gens en dehors du monde technique connaissent, Fabio Taglioni. Ingénieur italien, formé à Bologne, engagé par Ducati en 1954, et responsable de l'une des solutions techniques les plus brillantes et durables de l'histoire du motocyclisme. Taglioni a résolu un problème qui, au milieu du XXe siècle, limitait tous les moteurs haute performance. À des régimes élevés, les ressorts de soupape échouaient. Les soupapes ne pouvaient pas se fermer avec la précision nécessaire car le ressort ne réagissait pas assez rapidement. Le moteur perdait en efficacité, chauffait et finissait par tomber en panne. La solution conventionnelle était d'utiliser des ressorts plus rigides, mais cela avait ses propres limites physiques. Taglioni a pensé différemment. Au lieu de dépendre d'un ressort pour fermer la soupape, il a conçu un système où l'ouverture et la fermeture étaient contrôlées mécaniquement à tout moment, sans ressort au sens conventionnel, avec des lobes de cam agissant dans les deux sens. Le résultat était un moteur capable de tourner plus vite, avec une plus grande précision à chaque cycle et avec une fiabilité supérieure à toute alternative de l'époque. C'est comme si, au lieu de lancer une balle en l'air et d'attendre que la gravité la ramène, vous la guidiez vous-même à chaque millimètre du parcours. Contrôle total. Et cette technologie, combinée au V-twin à 90 degrés qui générait un couple moteur brutal dans les plages intermédiaires et un son inconfondable, a produit des motos qui ont remporté des championnats et créé une légende qui est encore aujourd'hui une référence. La Ducati 851 a introduit l'injection électronique à une époque où personne d'autre ne l'utilisait sur des motos de production. La 916, conçue par Massimo Tamburini, est considérée par beaucoup comme la plus belle moto jamais fabriquée et a dominé le championnat du monde de superbikes pendant des années. La 1098 et la 1198 ont continué à accumuler des titres. Le système fonctionnait, la formule était gagnante. Mais il y avait un problème que les ingénieurs de Borgo Panigale voyaient clairement, même si personne ne voulait le dire à haute voix. Cette formule parfaite avait un plafond. Au fur et à mesure que la première décennie du siècle avançait, ce plafond se rapprochait de plus en plus rapidement. Pendant que Ducati perfectionnait son V-twin, le reste du monde des compétitions jouait à un autre jeu. Honda, Yamaha, Kawasaki et Suzuki développèrent des moteurs à 4 cylindres en ligne depuis des décennies. La philosophie était différente dès le départ. Un moteur à 2 grands cylindres génère sa puissance par des explosions puissantes et espacées. Chaque cylindre a une cylindrée plus grande, un piston plus gros et la combustion libère plus d'énergie par cycle. Cela donne un couple moteur excellent, cette poussée forte et linéaire que les pilotes de Ducati décrivaient comme la sensation d'être catapultés. Mais cela a une limite de rotation. Un gros piston a plus de masse. Plus de masse signifie plus d'inertie. Et plus d'inertie signifie que le moteur ne peut pas tourner aussi vite sans que les forces mécaniques commencent à le détruire de l'intérieur. Un moteur à 4 cylindres fonctionne à l'inverse. Chaque cylindre est plus petit, le piston a moins de masse et le moteur peut tourner à des révolutions beaucoup plus élevées. À cylindrée totale égale, un moteur à 4 cylindres peut délivrer sa puissance sur une plage de RPM beaucoup plus large et peut continuer à développer plus de puissance à mesure qu'on lui en demande davantage. C'est comme la différence entre soulever des poids très lourds où vous avez beaucoup de force mais vous vous fatiguez rapidement et ne pouvez pas maintenir le rythme, et courir à un rythme constant mais soutenu, où chaque foulée n'est pas aussi explosive mais vous pouvez continuer à accélérer pendant beaucoup plus longtemps. Les moteurs japonais à 4 cylindres accumulaient tour après tour un avantage qui, dans les premières années, était faible mais qui, avec le temps, devenait insurmontable. Le V-twin de Ducati commençait à rencontrer des problèmes qui n'étaient pas si évidents auparavant.
À mesure que l'on demandait plus de puissance, la température de fonctionnement augmentait de manière préoccupante. Les vibrations à haut régime s'amplifiaient. La marge pour continuer à extraire des performances sans compromettre la fiabilité se réduisait à chaque génération. Et le plus frustrant de tout, c'était que ce n'était pas un problème de talent d'ingénierie. Les techniciens de Ducati étaient brillants. C'était un problème d'espace physique, de limites thermodynamiques et mécaniques que aucun ingénieur, peu importe son talent, ne peut ignorer indéfiniment. La physique ne négocie pas. Ducati n'était pas le genre d'entreprise à accepter les limites sans se battre. Ainsi, avant de renoncer au V-Twin, elle décida d'extraire ce concept jusqu'au dernier millimètre possible. Le résultat a été le moteur Super Quadro et c'est l'un des exercices d'ingénierie extrême les plus intéressants de l'histoire récente de la moto de production. Le concept derrière le Super Quadro repose sur une idée claire. Si vous ne pouvez pas faire tourner le moteur plus vite en augmentant le nombre de cylindres, faites en sorte que chaque cylindre puisse tourner plus vite par lui-même. La manière d'y parvenir est d'augmenter le diamètre du piston et de réduire la course, c'est-à-dire la distance que le piston parcourt à l'intérieur du cylindre. Un piston large et à course courte peut compléter son cycle en moins de temps qu'un piston étroit et long, même si la cylindrée totale est la même. C'est comme comparer de faire de très grands pas mais lents contre de faire des pas courts mais très rapides. La cadence augmente même si la foulée est plus petite. Le Super Quadro qui équipait la Panigale 1199 est arrivé avec des dimensions extrêmes pour un moteur de route, 112 mm de diamètre de piston et seulement 67,9 mm de course. Ces proportions étaient inhabituelles même dans le monde de la compétition. Le résultat était un moteur capable d'atteindre 12 000 tours par minute dans une version de route avec une puissance qui, dans les versions les plus préparées, frôlait les 200 chevaux pour un moteur bicylindre de production. Quelque chose que personne n'avait réussi jusqu'à ce moment-là. La Panigale 1199, qui est née de ce moteur, était une moto radicale à tous égards, légère, avec une aérodynamique qui en 2012 semblait de la science-fiction, et avec une réponse à l'accélérateur que les journalistes spécialisés décrivaient unanimement avec le même mot « violente ». Mais précisément cette radicalité était aussi son problème. Les pilotes de haut niveau la trouvaient fascinante car ils comprenaient comment gérer cette violence. Les pilotes de niveau moyen la trouvaient épuisante. La moto exigeait trop à tout moment. Elle ne pardonnait pas les erreurs. Elle ne prévenait pas avant d'atteindre la limite. Elle atteignait simplement la limite et ensuite te projetait au sol. Ducati avait réussi quelque chose d'extraordinairement technique et en même temps avait créé une moto qui était son propre obstacle au succès commercial et compétitif. Le Super Quadro était la preuve que le V-Twin avait donné tout ce qu'il avait à donner. Il n'y avait plus de marge. Le plafond était atteint. En 2015, Ducati a fait quelque chose qui, de l'extérieur, semblait contradictoire et qui, de l'intérieur, était la seule issue logique qui restait dans les limites du concept V-Twin. Ils ont lancé la Panigale 1299, augmentant la cylindrée de 1199 à 1285 cm3. À première vue, cela semblait être la réponse évidente au problème de la 1199. Si la moto est trop brusque et difficile à manier, donne-lui plus de cylindrée pour qu'elle ait plus de couple dans les plages intermédiaires et n'ait pas besoin de vivre toujours à la limite de ses révolutions. Et techniquement, cela a fonctionné. La 1299 était plus maniable que la 1199 dans le sens où sa puissance arrivait de manière plus progressive dans la plage de 6000 à 9000 tours, la plage où la plupart des pilotes travaillent sur circuit. Avec plus de couples disponibles dans ces plages, le pilote n'avait pas besoin de pousser le moteur à ses limites pour avoir une performance compétitive. C'est le même principe que d'utiliser un rapport plus court sur un vélo lorsque tu montes une côte. Tu n'as pas besoin de pédaler à fond pour avancer avec force car le rapport de transmission fait une partie du travail. Mais cette solution intelligente ne résolvait pas le problème structurel. La 1299 restait un V-Twin. Elle avait toujours les mêmes limites physiques que la 1199, mais les atteignait d'une manière un peu moins agressive. En compétition, où les limites de cylindrée sont réglementées et où les rivaux continuaient à développer leurs 4 cylindres à un rythme imparable, l'écart ne se fermait pas. Il se stabilisait temporairement, mais ne se fermait pas. Et dans le paddock du championnat du monde de Superbike, les données de télémétrie étaient brutalement claires pour les ingénieurs de Ducati.
Sur les lignes droites, le V-twin pouvait encore rivaliser grâce à son couple. Mais dans la gestion de l'accélérateur en sortie de courbe, dans la capacité à maintenir des régimes élevés dans le passage en courbe et surtout dans l'évolution des performances tout au long d'une course complète lorsque le pneu arrière commençait à se dégrader, les 4 cylindres japonais avaient un avantage que aucun réglage de l'électronique ne pouvait compenser complètement. Ducati le savait. Et pendant que la 1299 arrivait sur le marché, quelque part à Borgo Panigale, quelque chose de complètement différent était déjà en train de se dessiner. Il y a des moments dans l'histoire des grandes marques où une salle de réunion tombe dans le silence parce que quelqu'un vient de dire à voix haute ce que tout le monde savait mais que personne n'osait verbaliser. Chez Ducati, ce moment est arrivé avec une phrase qui, dans le contexte de l'entreprise, sonnait presque comme une hérésie. Et si nous abandonnions le V-twin? Ce n'était pas une proposition technique normale, c'était une rupture identitaire. Le V-twin n'était pas seulement un moteur pour Ducati. C'était son étendard, son argument de vente, la raison pour laquelle ses clients étaient différents de ceux de Honda ou Yamaha. Les acheteurs de Ducati n'achetaient pas simplement une moto rapide, ils achetaient une philosophie. Une attitude, et cette philosophie était codifiée dans le son inconfondable de ce bicylindre, dans son poussé brutal, dans son caractère difficile et passionnant à la fois. L'abandonner signifiait risquer de perdre tout cela, mais Ducati avait un atout dans sa manche qu'elle développait en silence depuis des années, ou plutôt dans le fracas des circuits de MotoGP. Depuis 2003, la Ducati Desmosedici GP rugissait sur la grille du championnat le plus exigeant du monde avec un moteur V4, c'est-à-dire 4 cylindres disposés en configuration en V, combinant l'efficacité des 4 cylindres avec une compacité supérieure à celle des moteurs en ligne. Ce moteur produisait plus de 250 chevaux et représentait des années de développement dans les conditions les plus extrêmes qui existent dans le motocyclisme. C'était le summum de ce que Ducati savait faire avec un moteur à combustion. Le problème était qu'un moteur de compétition pur et dur est incompatible avec une utilisation sur route. Les tolérances sont trop serrées pour bien fonctionner à froid. L'entretien nécessite des révisions tous les quelques centaines de kilomètres. La fiabilité dans des conditions d'utilisation réelles entre les feux de circulation, avec le moteur froid, par des journées de chaleur intense, n'existe tout simplement pas. Ainsi, la question que se sont posées les ingénieurs de Ducati n'était pas comment intégrer le moteur de MotoGP dans une moto de route. C'était quelque chose de plus intéressant et de plus complexe. Comment prendre tout le savoir accumulé au fil des années de développement du Desmosedici et le traduire en un moteur que n'importe quel propriétaire pourrait utiliser tous les jours, dans toutes les conditions, sans que cela ne devienne un cauchemar d'entretien. Cette traduction, ce processus de domestication d'une bête de compétition sans lui retirer son essence, est ce qui a duré des années et ce qui a fait que la Panigale V4 était quelque chose de véritablement différent de n'importe quelle moto que Ducati avait construite auparavant. Et c'est aussi ce qui fait que cette histoire est plus qu'un simple changement de moteur. C'est l'histoire de la façon dont une marque a décidé que son identité ne résidait pas dans une technologie spécifique, mais dans la façon de penser qu'il a créée. En 2018, Ducati a présenté la Panigale V4 et le monde de la moto a mis un moment à traiter ce qu'il voyait. Ce n'était pas parce que le design était révolutionnaire, bien qu'il le fût, mais parce que chaque détail technique que les ingénieurs révélaient lors de cette présentation correspondait à des solutions qui, jusqu'à ce moment-là, n'existaient que dans les motos de compétition les plus avancées du monde. Le moteur était un V4 de 1103 cm3 avec une architecture en V de 90 degrés, identique à celle du Desmosedici GP dans sa disposition angulaire. Mais ce qui distinguait vraiment ce moteur de tout autre V4 de production n'était pas sa configuration de base. C'était le vilebrequin. Le vilebrequin de la Panigale V4 tourne dans le sens inverse des roues. Ce n'est pas un caprice de design, c'est une solution délibérée à l'un des problèmes les plus complexes de la dynamique des motos haute performance. Lorsqu'une roue tourne, elle agit comme un gyroscope. Un gyroscope en mouvement résiste au changement d'orientation. Sur une moto, cela signifie que plus les roues tournent vite, plus il est difficile de s'incliner pour entrer dans un virage et plus il est difficile de se redresser pour en sortir. Cela s'appelle l'effet gyroscopique et c'est l'un des facteurs qui rend les motos de grosse cylindrée plus lentes à changer de direction que celles de petite cylindrée, même si elles ont plus de puissance. Les ingénieurs de Ducati ont résolu que si le vilebrequin du moteur tournait dans le sens inverse des roues, l'effet gyroscopique de ce composant s'opposerait partiellement à celui des roues, réduisant l'effet total. Le résultat est une moto qui change de direction avec une agilité qui ne correspond ni à son poids ni à sa puissance.
les pilotes venant d'autres motos de grande cylindrée décrivaient la sensation de la V4 comme quelque chose pour laquelle ils n'avaient pas de mots pour expliquer. Une moto qui pèse 195 kg et qui se déplace comme si elle en pesait 50 de moins. Mais le vilebrequin contrarotatif n'était pas la seule solution héritée directement de la compétition. Le châssis de la Panigale V4 a éliminé le sous-châssis avant traditionnel et a transformé le moteur en partie structurelle de l'ensemble. Le bloc moteur, connecté directement à la structure principale, agit comme un élément de rigidité. Cela permet de réduire le poids total du châssis car une partie de sa fonction est assurée par le moteur, tout en améliorant la répartition des masses car il concentre le poids au centre géométrique de la moto. L'électronique qui est arrivée avec la V4 était la plus avancée que Ducati ait jamais installée sur une moto de route. Contrôle de traction avec 6 niveaux ajustables, contrôle de wheelie indépendant du contrôle de traction, frein moteur ajustable courbe par courbe grâce au quick shifter bidirectionnel, contrôle de chute qui détecte si la moto est inclinée et ajuste la réponse du moteur pour faciliter la récupération, et un système de données qui permettait au pilote de consulter la télémétrie de sa session sur le même tableau de bord. Tout est connecté à une unité de mesure inertielle à 6 axes qui connaît en temps réel l'inclinaison, le tangage et le lacet de la moto avec une précision de dixième de degré. L'aérodynamique complétait le tableau. Les winglets que Ducati avait développés en MotoGP sont arrivés sous une forme adaptée mais fonctionnellement équivalente, générant une charge descendante sur l'avant à grande vitesse et réduisant le temps pendant lequel la moto restait en wheeling sous forte accélération, ce qui, en pratique, signifiait que le pilote pouvait ouvrir les gaz plus tôt et plus fort à la sortie de chaque virage. Le résultat de tout cela ensemble était une moto qui, dans sa version standard, produisait 214 chevaux, capable de compléter un tour du circuit de Misano en un temps qui, jusqu'à cette année-là, n'était accessible qu'aux motos de compétition pure, et qui pourtant pouvait être utilisé normalement sur la route, démarrer avec le moteur froid, passer un entretien sans avoir besoin de démonter la moitié du moteur, et survivre à 10 ans d'utilisation sans problème grave de fiabilité. La bête était apprivoisée, mais elle restait une bête. Ce qui est le plus révélateur dans l'histoire de la Panigale V4, ce n'est pas ce que Ducati a réussi lors de son lancement, c'est ce qu'elle a fait ensuite. Car la V4 n'était pas un point d'arrivée, c'était le point de départ d'une ascension que Ducati n'a cessé de gravir depuis. Dès la première saison, 2 versions existaient déjà, la Standard et la S, avec suspension Öhlins électronique et frein Brembo de spécification supérieure. Un an plus tard, la SP est arrivée avec des composants exclusifs en titane et en carbone, conçus pour le pilote qui voulait la moto la plus proche possible de la version de compétition sans avoir besoin d'homologation de course. Mais c'est la V4R qui a définitivement changé la conversation. Présentée en 2019, la R était techniquement une moto de course avec immatriculation. Son moteur de 998 cm3, délibérément réduit par rapport au 1103 de la version standard pour se conformer au règlement de la classe Superbike, produisait 221 chevaux en version de route et avec le kit de compétition officiel, il atteignait 234. Les soupapes étaient en titane. L'échappement était également en titane. Les pistons et les bielles étaient des pièces de compétition tolérées pour un usage sur route. Le châssis et le bras oscillant avaient été redessinés depuis zéro par rapport à la version standard pour optimiser la géométrie avec les pneus slick de compétition. Et la V4R n'est pas arrivée seule sur le circuit. Elle est arrivée à le dominer. Álvaro Bautista a gagné 11 courses consécutives au début de la saison 2019 du championnat du monde de Superbike avec cette moto. 11 victoires consécutives. Un record que personne n'avait réussi auparavant dans la catégorie et qui a brisé tous les schémas sur la façon de pouvoir concourir avec une moto de production dérivée de la route. Mais Ducati ne s'est pas arrêté là, parce que si la V4R était une moto de course avec immatriculation, la Superleggera V4 était directement une déclaration de principe sur ce qu'il est possible de faire lorsque l'argent n'est pas une contrainte. La Superleggera, présentée en 2020 en édition limitée à 500 unités, avait un châssis entièrement fabriqué en fibre de carbone. Pas le carénage, pas une pièce spécifique, le châssis complet. Le sous-châssis arrière était également en carbone. Les roues étaient en carbone, le réservoir en fibre de carbone, l'échappement en titane. Le résultat était une moto pesant 159 kg à sec, produisant 234 chevaux avec le kit de compétition et atteignant un rapport poids-puissance qu'aucune moto de production légale n'avait réussi auparavant.
Chaque unité coûtait environ 100 000 €. Elles se sont épuisées avant la fin de l'année de leur présentation. Mais au-delà des chiffres et des ventes, ce que l'ascension de la V4 a révélé sur Ducati est quelque chose de plus profond. Une fois que la marque a abandonné la contrainte de défendre le V-twin comme élément définitoire, elle s'est libérée d'une limite qui n'était pas seulement technique, mais aussi psychologique. Elle n'avait plus à justifier chaque décision en termes de continuité avec le passé. Elle pouvait simplement se demander ce qui était le mieux possible et le poursuivre, version après version, année après année, sans regarder en arrière. Ducati n'a pas créé la Panigale V4 parce qu'elle le voulait. Elle l'a créé parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Il a dû rompre avec 40 ans d'identité technique pour ne pas rester irrélevant dans le sport et sur le marché. Et dans ce processus, presque sans le vouloir, il a créé la moto de production la plus avancée de son histoire. Mais le plus précieux dans cette histoire n'est pas la moto. C'est la leçon qui se cache derrière. Beaucoup de marques, beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes confondent l'outil avec l'identité. Ducati définissait depuis des décennies qui elle était à travers un moteur à 2 cylindres. Et quand ce moteur a atteint sa limite, la question qu'ils se sont posée était de savoir si l'identité était le moteur ou quelque chose de plus profond que le moteur. La réponse qu'ils ont trouvée était que l'essence réelle de Ducati n'a jamais été le V-twin. C'était la volonté de faire ce que d'autres n'osent pas. C'était le courage de choisir des solutions techniques radicales lorsque l'option conservatrice était plus sûre. C'était la décision de ne pas se contenter d'être compétitif, mais d'essayer de redéfinir ce que signifie compétitif. Le V-twin a été une expression de cette attitude pendant 40 ans. Le V4 est son expression maintenant. Et aujourd'hui, beaucoup des technologies que vous voyez sur des motos de différentes marques, les modes de conduite avancés, l'électronique intégrée avec des capteurs inertiels, l'aérodynamique fonctionnelle sur des motos de production, l'utilisation du moteur comme élément structurel du châssis, ont des racines directes dans des décisions comme celles que Ducati a prises dans cette salle en 2011. Des marques qui ont osé briser le statu quo lorsque le statu quo n'était plus suffisant. Cette chaîne n'est pas pour les gens qui regardent seulement des motos. C'est pour ceux qui comprennent ce qu'il y a derrière elles.